Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine économique Politique Éco. Nous recevons sur votre plateau Marcel Makome, ancien ambassadeur du Congo. Focus sur le Congo, une économie en berne. Bonjour Monsieur Makome. Bonjour Madame la journaliste. Monsieur Makome, vous avez travaillé en tant qu'ambassadeur au Nigeria, en Guinée équatoriale, en Suisse, et vous êtes actuellement président du Parti libéral congolais, le PLC, et vous résidez actuellement en Suisse. Pourquoi avoir choisi d'être un politique, Monsieur Makome? Je le suis déjà depuis très longtemps. Nous sommes parmi ceux qui ont participé à l'avènement de la démocratie au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est de chef de parti politique que je suis devenu diplomate. Donc, je le reste. Et aujourd'hui, je fais partie de l'opposition congolaise. Et nous sommes en train de nous battre pour que la démocratie que nous avons tous voulu de tous nos voeux au Congo-Brazzaville puisse renaître de ses cendres, parce que la situation n'est pas aussi bonne que ça. Monsieur Makome, présentez-nous un peu votre parcours. Lequel? Politique? Parlez-nous de votre famille, pour commencer. Je suis marié, j'ai des enfants qui sont pour la plupart en Suisse et en France. Ici. Vous êtes né au Congo-Brazza? Non, je suis né en République centrafricaine parce que mon père a servi dans l'armée française. Et vous savez que dans le temps, avant les indépendances, les militaires français partaient travailler dans plusieurs pays. C'est ce qui a amené que je puisse être né en République centrafricaine. Pourquoi avoir justement suivi ce parcours politique? Quelle a été votre scolarité, Monsieur Makome? Je suis économiste et j'ai fait aussi relations internationales. Toujours en Centrafrique? Non, en Allemagne. Et j'ai fait une partie de mes études ici en France, plus précisément à la Sorbonne. D'accord. Il y a eu une volonté parentale de vous emmener faire vos études à l'étranger? C'est des décisions de vos parents ou... Je suis par mon père, j'ai la nationalité française. D'accord. Donc voilà, j'ai préféré venir par la suite continuer les études à l'extérieur. D'accord. Vous arrivez donc en France et aujourd'hui vous êtes donc politique congolais. Comment un politicien congolais voit le Congo du 21e siècle? Le Congo du 21e siècle, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent au Congo, comme à tous les pays d'ailleurs, en voie de développement, mais tout dépendra des politiques économiques, sociales, etc. qu'il faudra mettre en place. En termes de ressources, nous les avons. Nous avons le pétrole, nous avons le bois et d'autres minéraux, l'or, le diamant, etc. Mais il faudrait maintenant que la gestion de ces ressources puisse permettre non seulement le développement du pays, mais aussi de la personne elle-même, à travers, bien sûr, je dirais, la formation des jeunes qui seront amenés à prendre la relève de la gestion de notre pays. Et donc, pour moi, je pense que le Congo, si les problèmes politiques sont résolus, nous pourrons arriver à faire quelque chose, un bond en avant dans le domaine du développement intégral de la nation. Vous parlez justement de développement. On voit une forte présence des pays occidentaux en Afrique. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut exister un vrai partenariat, une vraie relation équitable entre ces pays et notre continent? Tout dépendra de la capacité de négociation des Africains que nous sommes. Si nous continuons à rester dans le paternalisme, effectivement, dans ces partenariats, ce seront des partenariats qui ne seront pas gagnants-gagnants. Mais si les Africains que nous sommes utilisons la matière grise que nous avons abondamment, parce que vous avez aujourd'hui des jeunes Africains qui se forment dans toutes les grandes écoles prestigieuses du monde. Donc, il suffit que le politique utilise cette matière première dans le cadre de... Une utilisation de l'intelligentsia congolaise pour la faire revenir au pays et développer justement le continent. Exact. Pas seulement de l'intelligentsia congolaise, mais un peu partout dans le continent africain. Et même dans le cadre du panafricanisme, je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, par exemple,
l'un des patrons d'une des plus grandes banques mondiales, je parle de l'UBS en Suisse, oui. et est un Africain originaire de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, il suffit qu'on arrive à détecter les intelligences, le potentiel, les faire appel à ces potentiels pour nous aider dans un certain nombre de domaines. Je pense que nous arriverons en ce moment-là à avoir un partenariat. C'est cette vision, M. Makome, que vous défendez, que vous souhaitez? Oui, c'est notre vision que nous défendons, parce que ce n'est que comme ça que nous arriverons à négocier correctement, je dirais d'égal à égal, avec les nations européennes, américaines et autres. Et si ce n'est pas fait comme ça, ce ne sera pas possible. Monsieur Makome, le 15 août prochain, le Congo va célébrer les 56 ans de son indépendance à Madingu, capitale de Bwanza. Madingu, oui. Merci. Le secteur de la télécommunication va jouer un rôle important lors de cet événement. Oui. Qu'en pensez-vous? Du 56e anniversaire ou du secteur de la télécommunication? Le secteur de la télécommunication, comme nous parlons d'économie, justement, c'est un secteur qui favorise la croissance, qui participe à cette croissance. Oui. Voir un poids, en fait, une présence aussi forte de ce secteur pour un événement tel que la fête de l'indépendance, est-ce que ça marque quelque chose? Ça marque quelque chose, sauf que d'un côté, on voile la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ce secteur de la communication est totalement, je dirais, caporalisé par un clan, le clan au pouvoir aujourd'hui. Ce qui fait qu'au Congo, n'ont accès auprès de vos collègues des médias, d'État, etc., que ceux qui font partie de la majorité présidentielle. Le reste est en quelque sorte interdit. Un secteur donc commandé? Voilà, c'est un secteur commandé, c'est un secteur dirigé, et dans ce contexte, ce secteur ne peut pas véritablement jouer son rôle. Il faudrait que, effectivement... Et quel serait son rôle, selon vous? Notre souhait aujourd'hui, c'est que le président qui est là puisse ouvrir ses médias à tout le monde. Monsieur Sassou Nguesso? Oui. Nous ne savons pas si ce sera possible, mais pour l'instant... Ouvrir les voies de la communication, du secteur de la communication, oui. C'est-à-dire laisser la parole. Exactement. Et ça, c'est un enjeu important pour la démocratie, selon vous? Oui, c'est très important parce que ça permet même aux dirigeants de comprendre ce qu'il n'a pas pu obtenir à travers les fiches bureaucratiques et autres, ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais quand on bloque la communication, effectivement, on a des difficultés par la suite. Mario Pezzini, directeur du Centre de développement de l'Organisation de coopération économique et de développement économique, l'OCDE, oui, a appelé à la nécessité pour l'Afrique d'explorer les possibilités d'investissement dans le but de résoudre le problème de chômage, en particulier chez les jeunes. Qu'en pensez-vous? Oui, mais tout ça, ce sont des 20 mots. Des 20 mots, selon vous? Ce sont des 20 mots. Ses amis s'érigent toujours en donneurs de leçons. Et généralement, on ne voit pas concrètement ce qu'ils apportent pour aider justement à la création des entreprises, pour aider aux investissements. Je vais vous donner un exemple. Mais que devrait-il apporter selon vous dans ces cas-là? Aujourd'hui, nous assistons à 2, voire 3 genres d'investissements sur le continent africain. Vous avez d'un côté des programmes très lourds, complexes, parfois même pour les véritables techniciens je dirais, à décoder, particulièrement avec l'Union européenne, où quand on signe des accords, pour les mettre en œuvre, c'est plusieurs années qu'il faut. Il faut produire tel document, il faut produire ceci, il faut, etc., etc. Vous avez la coopération qui vient de s'ouvrir, qui est en train de connaître un boom avec la Chine. Oui, la Chine, il y a un problème dans ce pays, par exemple, du respect des droits de l'homme, etc. Mais en matière d'investissement, nous constatons aujourd'hui que la Chine est en train de prendre le pas sur le continent africain. Pourquoi? Parce que quand les gens vont vers les Chinois, pour un certain nombre d'investissements, les routes, les bâtiments, etc., tout de suite, la chose se met en place et on voit physiquement
qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Sauf qu'il y a encore des problèmes à pouvoir régler dans le domaine des ressources humaines. Parce que généralement, la coopération avec les Chinois, ils vous amènent même les chauffeurs, ils vous amènent les cuisiniers, ils vous amènent tout ça. Alors que sur place, cette main-d'œuvre existe. Et c'est là où je parlais de la capacité de négociation. Et cette capacité de négociation est inexistante aujourd'hui? Quand on observe, je dirais, elle existe, mais elle est faible, cette capacité de négociation. Parce que vous avez parfois certains pays qui ont des difficultés dans le monde européen à obtenir des crédits, n'est-ce pas? Compte tenu de leur gestion qui est opaque, qui n'est pas transparente. Oui, mais pour obtenir... etc. Là, voyez-vous, Monsieur Makomé, la République du Congo a été placée en défaut de paiement partiel. C'est difficile de pouvoir prêter à un pays qui ne rembourse pas. Exact. Le Congo a été placé en défaut de paiement partiel, tout simplement parce que les gouvernants actuels, par le CSP, malgré tout le boom pétrolier qu'on a eu, on a fait des chiffres extraordinaires, des recettes importante. Donc la RDC a un mauvais payeur. Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Un mauvais payeur? Pas mauvais payeur, mais c'est plutôt ceux qui dirigent actuellement le pays qui sont des mauvais gestionnaires. Il y a une nuance. Parce que le Congo a engrangé beaucoup d'argent. Mais il s'avère que toutes ces sommes d'argent semblent s'être évaporées dans les paradis fiscaux. Et c'est le débat que nous avons sur le plan interne pour demander justement au président Sassou que ce n'est pas normal pour un pays qui a atteint parfois 5 000 milliards par année de budget et à peine quelques 6 ou 8 mois se retrouver dans cette situation. Donc le défaut de paiement est dû tout simplement par des mauvais gestionnaires qui pour l'instant gèrent notre pays. Sinon, si ça avait été bien géré, on n'en serait pas arrivé là. Mais nous espérons que nous pourrions corriger cette faute de gestion qui est très grave et qui, d'ailleurs, décrédibilise le pays. Mais vous, quelle serait justement la stratégie mise en place si vous pouviez régulariser cette situation? Que feriez-vous? Aujourd'hui, c'est un problème d'homme d'abord. Tant que ceux qui sont là resteront là, nous arriverons toujours à des situations aussi désastreuses. Parce qu'il y a de cela 2-3 années, notre gouvernement prétendait qu'ils avaient mis en place une épargne pour les générations futures. C'est ce qu'ils disaient eux-mêmes devant le Parlement, devant le peuple, qui était en milliers de milliards de francs CFA. Et subitement, au moment où il y a la baisse du prix du pétrole, quand on pose maintenant les questions justement à ceux qui gèrent le pays, mais vous nous avez dit qu'il y avait une réserve, mais où se trouve cette réserve? Ils n'arrivent plus à nous donner des réponses. Et c'est ce pourquoi vous avez appelé justement l'Union africaine à suspendre l'aide apportée au pays? Non, nous avons demandé à l'Union africaine et même à l'Union européenne à suspendre l'aide apportée au pays, tout simplement parce que l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 20 mars 2016, le gagnant n'est pas celui-là qui est installé sur le fauteuil. Et qui serait le gagnant selon vous? Normalement, il devrait y avoir un deuxième tour. Logiquement, on devrait avoir un deuxième tour. Et ce serait à la suite du deuxième tour qu'on allait connaître qui véritablement a gagné. Par rapport aux résultats que nous avons, personne n'avait eu la majorité dès le premier tour. Mais bon, celui qui était déjà là a préféré, à travers tous les instruments qui sont en place, proclamer que c'était lui le vainqueur. On voit aujourd'hui en Afrique de grands groupes étrangers s'installer. Sont-ils les vrais moteurs de la croissance du continent? En partie. En partie, ces grands groupes qui s'installent, effectivement, apportent quelque chose de plus. Et c'est comme je disais, il revient maintenant aux Africains, dans le peu qu'ils obtiennent, dans les bénéfices, de savoir où les réinvestir, pourquoi, à quel but,
et dans quelle classe sociale le faire. Mais on voit parallèlement dans ces pays l'émergence de nouvelles classes moyennes. C'est aussi générateur de profit pour ces groupes. Oui. Et générateur aussi de profit et de croissance pour les pays dans lesquels on retrouve ce développement. Mais à condition qu'il y ait la sécurité pour ces nouvelles classes moyennes de pouvoir investir. Et la propension que j'observe, ce n'est pas seulement au Congo, même dans les autres pays africains. Jusque maintenant, les politiques africains ne comprennent pas qu'il faut réinvestir les moyens qu'ils ont dans leur propre pays. La propension aujourd'hui, c'est de toujours piller son propre pays pour aller cacher l'argent dans les paradis fiscaux. Piller son propre pays, et c'est quelque chose d'assez récurrent, c'est comme un jeu de domino sur le continent où certains pays se démarquent. Non, je ne pense pas tellement. Bon, je ne connais pas très bien les pays africains anglophones, mais dans la plupart des pays francophones... Des pays africains francophones, pour vous, cette maladie continue. C'est une maladie qui se répand. Oui. D'accord. Et parallèlement, on voit quand même une croissance. À quelle frange de la population cette croissance profite? Certaines croissances semblent être virtuelles. C'est comme chez nous au Congo. Nous avons une croissance jusqu'en 2015, une croissance à 2 chiffres. Mais tout simplement dû aux revenus pétroliers. Mais quand vous sortez, si vous voulez, de ce calcul purement économique, mais vous retrouvez dans la réalité des gens qui meurent pour $1, qui ne peuvent pas se soigner, qui sont obligés d'aller s'adresser, je ne suis pas contre la médecine traditionnelle, au contraire, elle aide, mais qui sont obligés de prendre des tisanes, etc., tout simplement parce que c'est des gens qui n'ont pas de quoi se payer la nivaquine. Et c'est scandaleux, justement. Et donc, quand les politiques africains se retrouvent pour dire « oui, il y a la croissance dans nos pays », mais si vous vérifiez dans le fond, la misère s'installe d'une permanente. Elle touche beaucoup de jeunes. Elle touche beaucoup de jeunes sur le continent. Et dans un pays comme le nôtre, je vous parlerai du mien, que je connais mieux. Au Congo-Brazzaville, de janvier 2016, nous sommes maintenant en août. Tout à fait. Il y a eu près de 40 000 emplois de perdus. Dans ces conditions, de quelle croissance on peut parler? Une situation qui touche beaucoup la jeunesse africaine. Oui. Et on pourra dire aussi que les revendications des jeunes ne semblent pas s'arrêter à la question justement d'insertion professionnelle, parce qu'ils souhaitent aujourd'hui être totalement acteurs de la vie de leur pays. Oui. Est-ce que vous comptez mettre quelque chose en place pour les intégrer au circuit? Il faudrait que les jeunes participent à la prise de décision, n'est-ce pas? Et même à l'élaboration d'un certain nombre de programmes concernant le développement du pays. Mais quelles sont les aspirations d'un jeune Africain aujourd'hui? Aujourd'hui, les aspirations d'un jeune Africain, c'est de vivre d'abord dans un milieu sécurisé, première chose, dans un milieu ouvert où il peut facilement entreprendre. Quand il a besoin d'un crédit, qu'on puisse effectivement ne pas mettre beaucoup de conditionnalités, de garanties et autres, etc., qu'on puisse l'aider à obtenir son crédit, à pouvoir s'installer, et puis vivre comme tout le monde, avoir une famille. Mais est-ce qu'on leur donne concrètement les moyens d'être acteurs du développement de leur pays? Jusqu'à présent, c'est encore au niveau, je dirais, des slogans. Des slogans que les dirigeants africains utilisent. Mais concrètement, on ne le voit pas. Je vais vous prendre un exemple, peut-être que vous ne l'avez pas vu. La situation des migrants. Le problème des migrants, ça ne concerne pas seulement les gens qui viennent de la Syrie. Malheureusement, beaucoup d'Africains. Voilà. À l'heure où vous et moi nous parlons, je pense que nous sommes, le compteur doit être à plus de 3000, voire 3500 migrants d'origine africaine qui sont morts en voulant traverser et atteindre ce qu'ils appellent, eux, l'Eldorado européen. Le rêve de l'Occident. Oui. Ou, bref, parlons du rêve. Je ne vais pas utiliser d'autres mots. Le continent africain vient de tenir l'une de ses plus grandes réunions, c'est-à-dire
la grande rencontre de tous les chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenue au Rwanda. Mais aucun chef d'État, ces hommes-là sont tellement nantis, quand vous les voyez, ils viennent dans des Falcons, ils viennent dans... Ça n'a pas été un sujet abordé, la situation Rien des du migrants? C'est un blackout total. Personne parmi ces chefs d'État n'a pu même dire à ses collègues en aparté, mais nous avons le problème des migrants. Nous sommes tout un continent. Quelle est notre position, par exemple, pour pouvoir aider les Européens qui reçoivent justement... Et quelles sont les actions justement à mettre en place? Mais les actions à mettre en place, il faudrait que les Africains aujourd'hui déjà prennent à bras le corps cette situation. Pour ceux qui sont déjà en Europe, l'Afrique peut être capable de créer un fonds qu'il pourrait mettre à la disposition, par exemple, d'un pays comme l'Italie, par là où les jeunes passent, afin que, par exemple, on puisse trouver, quand ces jeunes arrivent, acheter ne serait-ce qu'une couverture, etc. Donc, partenaires internationaux et gouvernements devraient s'allier dans cette démarche, selon vous? Absolument, parce que ce sont nos jeunes. C'est le défi pour l'Afrique? Ce sont nos jeunes. Nous ne devons pas accepter nos jeunes seulement quand ils réussissent. Nous devons les accompagner afin que demain, ils soient utiles pour nos nations. Et ces jeunes, quand ils arrivent ici, pour certains qui réussissent à trouver un petit job, etc., mais ils deviennent, je dirais, des grands secours pour leur famille. Ce sont acteurs économiques qui font face, oui, des acteurs économiques. Mais ces acteurs économiques, on les retrouve en Occident. Mais vous savez, pour que cette diaspora joue son rôle, il faudrait qu'on la sollicite. Elle n'est pas assez sollicitée. Il faudrait qu'on dialogue avec elle, qu'on leur montre les potentialités qu'il y a au pays, qu'on a effectivement besoin d'eux, qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place, qui peuvent leur permettre d'investir, de réinvestir pour ceux qui veulent investir dans le pays. Mais tant que ce n'est pas fait, ils ne vont pas se mettre à aller briser les portes, etc. Non. Il y a comme une espèce parfois de mur que les dirigeants mettent entre la diaspora. Pourquoi? Parce que, vous savez, la diaspora vit en quelque sorte dans un monde globalisé, totalement ouvert. Ils ont accès à diverses expériences que ceux qui sont restés au pays n'ont pas. Et donc, quand ils arrivent, il y a comme une espèce d'ouverture d'esprit. En ce moment-là... Et il y a un rejet de cette ouverture d'esprit? Il n'y a pas un rejet, mais il y a une peur. Une peur? Oui. Pour quelle raison? De la part des dirigeants. Mais parce qu'ils gardent parfois leur population sous... la peur de l'éveil? Et voilà, sous un manque d'éveil. Dites-moi, comment un politique congolais voit le Congo de demain? Ben, le Congo de demain, nous voyons qu'il faut reconstruire la fraternité qui est totalement brisée à l'heure actuelle. La confiance s'est étiolée entre le dirigeant et les autres. Et quand cette fraternité sera reconstruite, ben, ça permettra justement, ensemble, d'avancer et de bâtir un Congo fort, comme celui que nos ancêtres nous ont laissé. Nous allons marcher sur le palais présidentiel. Est-ce toujours d'actualité? Oui et non. Toujours d'actualité parce que nous continuons à contester, n'est-ce pas, la légitimité du président Sassou. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Deuxième élément, là où ça nous effarouche en quelque sorte. Le président Sassou a été élu, il connaît lui-même dans des conditions non démocratiques. Mais malgré cela, son gouvernement violente les populations, emprisonne les opposants, intimide les jeunes. Et dans ces conditions, effectivement, c'est vraiment difficile. Et au moment où nous parlons, toutes les mairies du Congo-Brazzaville sont en grève parce que je crois qu'ils ont 4 à 5 mois sans salaire. C'est indescriptible pour un pays aussi riche que le nôtre. Mais comment peut-on vivre sans salaire dans un pays tel que le Congo? Ben, je pense qu'il doit faire la gymnastique là-bas. C'est-à-dire qu'il compte sur les parents, il compte sur les amis qui peuvent
vous donner quelque chose pour pouvoir, je ne sais pas moi, acheter de quoi manger, etc., vivre des emprunts. Mais aujourd'hui, Monsieur Makome, vous faites partie de cette diaspora congolaise dont on parlait, puisque vous êtes à l'étranger. Oui. Un retour pour le changement? Oui. Un retour pour le changement, parce que ces dernières années, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de comportements déviants, beaucoup de détournements de fonds, beaucoup de surfacturation, particulièrement avec justement les entreprises chinoises des chantiers qui auraient pu coûter, c'est pas, je vous donne comme ça un chiffre, 20 milliards, c'est des chantiers qui finalement à la fin nous coûtent 50 milliards, etc. Donc il y a tout cet ensemble qu'il va falloir revoir. C'est là où nous revenons toujours à la même question que vous m'avez posée au départ, celle du partenariat. Si nous n'avons pas des cadres congolais, des meilleurs techniciens capables de négocier correctement les choses, effectivement, nous serons toujours floués. Et aussi, il faudrait qu'il y ait véritablement l'amour de son pays pour pouvoir venir servir et non se servir. Mais aujourd'hui, les gens se servent au lieu de servir la nation. Monsieur Marcel Makome, Oui. le mot de la fin. Nous gardons espoir. Merci. C'était votre magazine Politique Éco, témoignage du politique Monsieur Marcel Makome sur le Congo, une économie en berne. Excellente journée à vous.